bonsoir à tous. Le magazine Santé et Spiritualité, tous les jours de 17h30 à 19h sur Ici Maintenant 95.2 FM, ici-maintenant.com pour nous écouter via Internet. Le magazine Santé et Spiritualité, comme chaque jour de 17h30 à 19h. Merci à Laurent pour cette présentation. Alexandre avec vous aujourd'hui et nous recevons Alain Saknowski. Ai-je écorché votre nom? Absolument pas, J'en merci. suis ravi. C'est vous qui allez animer aujourd'hui cette émission Santé et Spiritualité. Nous allons parler ensemble de shiatsu, plus exactement de shiatsu Masunaga. Si j'ai bien compris lors de notre préparation de cette émission, on va presque plus parler d'énergie et d'intention dans le geste que du geste en lui-même. On verra ça dans quelques instants. Monsieur Saknowski, c'est votre première venue sur notre antenne. Je vais donc vous demander, s'il vous plaît, de vous présenter à nos auditeurs en quelques mots. Vous avez un parcours très très riche et j'aimerais savoir ce qui vous a amené vers la pratique du shiatsu, car vous êtes praticien, professeur de shiatsu Masunaga. Vous êtes aussi le président de la Fédération française de shiatsu Masunaga. Qu'est-ce qui vous a amené à cet endroit-là? Je vous laisse la parole. Alors, C'est pas facile, hein. Elle est terrible cette c'est pas question. facile de commencer, mais après vous verrez, c'est pas facile de m'arrêter aussi. Eh bien, j'ai commencé un travail, disons, sur les énergies à partir du moment où j'ai été amené à faire donc du judo à un certain niveau. J'ai côtoyé des personnes qui m'ont plus ou moins parlé de shiatsu et qui m'ont plus ou moins initié. Mais il s'agissait, nous le verrons plus tard, de shiatsu namikoshi. Je fais un travail aussi sur les énergies par ma pratique pendant plusieurs dizaines d'années du bouddhisme et certaines méditations aussi. Et j'ai exercé donc plusieurs métiers. Vous voulez que qu'on Vous y avez aille? été, en gros, vous avez été dans l'hôtellerie. Voilà, c'est-à-dire j'ai commencé à l'âge de 22 ans, j'étais dans l'hôtellerie, j'ai gravi tous les échelons jusqu'à être directeur d'établissement. Et déjà dans l'hôtellerie, ce qui m'attirait énormément, c'était deux choses. La notion de plaisir, la notion aussi de faire passer un bon moment agréable aux gens. Et pour moi, ça incluait un peu à la fois le contact, à la fois la pratique en cuisine, par exemple, et aussi je me suis rendu compte que moi-même, finalement, grâce à mes clients, eh bien, j'évoluais. J'ai évolué dans la confiance en moi, j'ai évolué dans une plus grande tolérance, voilà. Vous étiez dans l'hôtellerie quand vous avez commencé, vous étiez dans le service ou dans la cuisine? Le D'accord, service toujours. le service Et aux gens. je le suis actuellement aussi en tant que praticien. Vous êtes aussi tourné vers le 7e art, vous êtes comédien, parce qu'on n'arrête jamais d'être comédien, Non, véritablement. non, non. Souvent, on est plus vrai en jouant que qu'on peut l'être dans la vie. Oui, oui. Donc j'ai beaucoup joué au théâtre. Je faisais partie d'une compagnie de théâtre. J'ai joué un peu à la télévision, oui aussi, dans un film au cinéma. C'est un univers qui vous a pas plu? Si, si, ça me plaisait, mais j'étais à la recherche de quelque chose et je ne savais pas trop quoi. En fait, j'avais à l'époque un besoin. C'est ça qui a fait aussi, qui a servi de moteur à mon, à mon ascension, on pourrait dire, dans la restauration. J'avais besoin de trouver une certaine confiance en moi. Je ne m'aimais pas. Et le fait d'avoir les projecteurs sur moi, ça me donnait l'illusion d'une certaine valeur aux yeux des autres. Et puis bon, ça fait bien quand même de dire qu'on est comédien, surtout quand on joue. Donc voilà, c'était valorisant et je cherchais cette valeur-là à l'extérieur. Le judo dont vous nous avez parlé, la base du judo, si je ne me trompe pas, même si je ne le pratique pas, c'est utiliser la force de l'autre. Exactement, oui. C'est un peu la même chose pour le shiatsu. On utilise l'énergie de l'autre, ou en tout cas on la redirige, on la recadre. Euh, pas, pas exactement, Mhm. pas exactement. Euh, C'est-à-dire, vous voyez par exemple, bon, on va être obligé de parler d'énergie. Avec plaisir. Euh, Quelquefois, on entend dire, oui, j'ai, je sais que cette personne avait des problèmes de foie parce que quand j'ai fait mon shiatsu, ensuite j'ai eu des nausées. Ou alors des magnétiseurs, par exemple,
ça n'est plus trop pratiqué, mais on s'est rendu compte que en- après une séance de magnétisme, la personne qui avait reçu, eh bien, avait une plus grande vitalité. Mais celle qui avait donné en avait beaucoup moins et avait des déséquilibres. Donc, dans le shiatsu que j'enseigne, on apprend à se protéger. C'est-à-dire, je ne prends pas l'énergie de l'autre, bien que c'est bien tentant quelquefois. Je ne donne pas mon énergie. Je ne la dirige pas vraiment. Autrement, ça donne un aspect supérieur-inférieur. Il y a une personne qui donne, une personne qui reçoit. Alors que c'est pas vraiment l'esprit du shiatsu. C'est-à-dire, c'est un partenariat. J'agis, bien sûr, il y a mon énergie, il y a l'énergie de l'autre, mais c'est deux chi, donc deux énergies vitales, qui se mettent en contact. Je suis une sorte de prise de courant entre ce qu'on peut appeler l'énergie cosmique, le souffle universel, la vibration de l'univers, et la personne elle-même, un peu entre la centrale électrique et l'ampoule. Moi, je suis la prise de courant. Que nos auditeurs se rassurent, nous expliquerons en détail dans quelques instants ce qu'est le shiatsu. On retourne à votre chemin de vie. Vous laissez de côté le théâtre, le spectacle, la télévision, et vous décidez donc de vous diriger vers le shiatsu. Vous avez été formé à la Fédération française de shiatsu. C'est une formation de combien de temps? Alors, c'est une formation sur 3 ans, mais Mhm. je n'ai pas laissé tomber le théâtre. D'accord. C'est important. En fait, tout ce côté-là a été une, j'étais un peu en pleine recherche. Et je me suis rendu compte que premièrement, c'est pas ça qui m'apporterait ce que je chercherais. Et d'autre part, euh, fa- donc j'ai une famille et c'était un peu incompatible parce qu'il fallait que je parte en tournée, etc. Il y a un moment, j'ai arrêté. Il y avait aussi des problèmes financiers parce que dans le théâtre, c'est pas facile. Donc je suis retourné à la restauration. Et ensuite, quand la société, j'avais un poste assez important dans une grande société de restauration. Cette société n'a plus existé. Je me suis trouvé au chômage et en fin de droit et je ne savais plus quoi faire. J'hésitais à me lancer à fond dans le shiatsu. C'est-à-dire, j'avais quand même, donc pour répondre à votre question, j'avais j'avais un peu structuré ce que j'avais pu apprendre déjà sur le shiatsu en faisant partie d'une fédération pendant 3 ans. À l'issue et pendant ces 3 années, j'ai commencé à exercer et ensuite je me suis lancé à 200% parce qu'aussi ça fait à peu près 10-15 ans, je savais que j'ai 58 ans, je savais que c'était un peu ma dernière carte. Pourquoi est-ce que vous étiez dirigé à cette époque-là vers le shiatsu? J'ai juste rencontré quelqu'un. Une rencontre. Une rencontre qui, en fait, c'est grâce à ma femme. Mhm. Beaucoup de choses sont grâce à ma femme. Donc, j'ai simplement parlé à cet ami qui lui était une connaissance depuis de nombreuses années, qui pratiquait le bouddhisme avec moi. Et moi-même, comme je doutais énormément de moi, je me suis dit, il va encore falloir passer des examens, il va falloir encore avoir des sanctions finales. Est-ce que je vais réussir ou pas? Et pour moi, ça touchait un peu naïvement, je pensais que c'est un peu comme la médecine, parce que cet ami m'avait parlé de médecine chinoise. Et donc j'ai commencé à lire certains livres, et là j'ai été passionné. Je retrouvais un peu tout ce que j'avais pu vivre auparavant, et j'ai eu le sentiment que, et c'est ce que j'utilise dans ma pratique, qu'en fait tout ce que j'ai vécu, tous les manques, toutes les joies, euh, toutes les, toutes les souffrances, tout ça allait pouvoir être utilisé pour mieux comprendre celles des autres et les faire passer dans mes mains. Donc, c'est en sortant de la fédération et après avoir pratiqué que je me suis passionné par le Shiatsu Masunaga. Et comme le Shiatsu Masunaga est directement branché sur la médecine chinoise, j'ai poursuivi mon, euh, mon initiation de base par un approfondissement de la médecine chinoise sous la férule de Jean Pellissier, qui est professeur de médecine chinoise et praticien.
et qui lui-même était un élève direct de maître Lung Kokuen, qui est de renommée internationale, même surtout en Chine, et qui est l'une des premières personnes à avoir enseigné la médecine chinoise en Europe. Vous avez trouvé avec le shiatsu l'outil parfait pour justement rééquilibrer ce manque de confiance en soi et même ce problème d'énergie et de présence. C'est la pratique du shiatsu qui a tout rééquilibré? Euh, Ou est-ce que c'est le fait de l'apprendre aux autres? euh, disons que, disons que la pratique des énergies, la pratique du bouddhisme, la pratique de certaines méditations déjà ont initié ça. Ensuite, quand j'ai commencé le shiatsu, comme tout le monde, on se demande, c'est un peu ce que je reprochais à l'enseignement que j'avais reçu, c'était on m'avait appris des morceaux de puzzle. Et moi-même, j'ai fait après mon shiatsu. Mais dans le questionnement aussi, quand je le faisais, est-ce que c'est bien, est-ce que j'ai pas oublié quelque chose? Et dans l'intellectuel aussi, en essayant de comprendre. Donc c'est grâce à des milliers de séances que petit à petit, je me suis débarrassé, en fait, j'ai pu dépasser la technique. En fait, c'est comme, bon, je joue de la guitare, mais quand on joue de la guitare, au départ, il faut se concentrer énormément et sur les accords qu'on va faire. Et à ce moment-là, on n'est pas du tout dans, dans le plaisir, on n'est pas du tout dans la créativité, dans l'émotion, on est uniquement dans l'intellectuel. Mais à force de le faire, eh bien, on arrive à faire passer quelque chose dans ses doigts. On arrive même à chanter pendant qu'on joue. Quand on y pense, c'est assez incroyable de chanter pendant qu'on joue. Donc, c'est ce qui se passe pendant un shiatsu. C'est-à-dire que le plus important, c'est de pratiquer et d'énormément pratiquer. Et au bout d'un moment, eh bien, nos mains deviennent sensibles. Au bout d'un moment, le corps lui-même ressent certaines choses et on peut être davantage centré sur ce qu'on peut ressentir et sur notre respiration, sur notre intention. Et c'est beaucoup plus important quelquefois que la technique, même si sans la technique, ça reste quand même un peu Hmm. limité. Le shiatsu, ça vient d'où exactement? Alors, si vous voulez déjà, toutes les pratiques de massage ou de pratiques sur les énergies du monde entier viennent de l'Inde. L'Ayurveda, c'est le berceau de toutes les spiritualités, etc., qu'on peut rencontrer actuellement. Toutes les spiritualités basées sur les énergies. Alors, l'Ayurveda, quand on entend certains, en Europe, certaines personnes se dire praticiens ou maîtres Ayurveda, en Inde, ils rigolent. C'est-à-dire qu'il faut commencer très très tôt. C'est un long chemin spirituel. La spiritualité dans l'Ayurveda englobe pratiquement tout. Donc il faut évoluer pendant 20 ans, 30 ans, avant de déjà commencer à être plus ou moins certifié par son maître. Et si vous ouvrez un livre d'Ayurveda, on ne comprend rien. Donc la médecine chinoise est directement issue de l'Ayurveda. La médecine chinoise a un peu codifié ça, rationalisé ça pour en permettre l'accès de façon plus directe. L'Ayurveda, la médecine chinoise, si on revient aux premières traces, ça vient du Yiking, des méthodes de divination. Donc on voit dans les, je ne sais pas si vous connaissez la Pamkwa, vous savez, on voit deux traits, deux grands traits, un petit, etc. À l'époque, on posait des questions et on jetait les dés. Si c'était un grand trait, ça voulait dire oui. Si c'était un petit trait, ça voulait dire non. Et toutes les réponses étaient forcément que négatives ou positives. Alors au bout d'un moment, on s'est rendu compte que dans la vie, bon ben c'est sûr, il y a autre chose que oui et non. Malheureusement, hein.
Mais donc, c'est là qu'il y a eu, à l'origine, le yin et le yang. Et toute la société, tous les arts, les sciences de l'époque étaient basées là-dessus. Et tout reposait, l'économie, les rapports sociaux, tout reposait là-dessus. Toutes les inventions de l'époque sont issues de cela. Alors, euh, dans la médecine chinoise, vous avez plusieurs techniques principales. Il y a l'acupuncture ou la digitopuncture, vous avez la diététique, vous avez des techniques, le Tuina et l'Anma par exemple, qui vont être soit des pressions, soit des étirements, euh, la pharmacopée et certains exercices énergétiques, le tai chi, le qigong, etc. Donc, ces disciplines elles vont proposer plusieurs modes d'intervention, souvent complémentaires. Donc, le praticien de shiatsu chinois, le praticien de médecine chinoise a tous ces outils-là. Et il est très rare qu'il n'en utilise qu'un. Il va faire un diagnostic. Euh, Toutes ces disciplines sont basées aussi sur les mêmes fondements, tant dans leur conception du corps humain et ses relations avec l'environnement, que dans leur interprétation des signes de déséquilibre. Donc sans entrer dans le détail ensuite ça a été codifié à la médecine chinoise depuis 3000 ans, on pourrait dire que pour la médecine chinoise, notre bonne santé physique, psychologique, émotionnelle va dépendre de la bonne circulation de notre énergie vitale, le qi. On ne les sépare jamais, physique, psychologique, émotionnel. Nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt le lien. Mais rien n'est uniquement physique ou uniquement émotionnel. Chaque déséquilibre va avoir une action dans tout ça. Chaque organe, chaque méridien est lié à tout ça. Donc le praticien a une certaine conception de la maladie, de la souffrance, de la douleur, des problèmes même de l'existence. C'est-à-dire que pour eux, ce ne sont pas des ennemis qu'on va combattre avec des poings, avec des plantes, avec des médicaments. Ce sont plutôt des messages de notre vie. C'est pas mystique. Hein. C'est pas mystique. Si vous mettez la main sur quelque chose de brûlant, le corps vous parle. Le langage, c'est la douleur. Et plus c'est important, plus c'est urgent, plus la douleur va être forte. Il nous dit, écoute, enlève vite ta main parce que autrement elle va brûler. S'il n'y avait pas ce message, eh bien elle brûlerait. Ou alors quand on boit un coup de trop, c'est ce qu'on m'a dit, hein, moi j'ai jamais. Quand on boit un coup de trop, le corps, il y a un moment, nous parle. Il nous dit, écoute, arrête tout de suite, moi autrement je t'emmène aux toilettes, tu vas tout rendre. On peut, je ne donnerai pas à l'antenne certaines techniques, on peut faire quelque chose avant pour ne pas sentir du tout l'effet de l'alcool. Mais à ce moment-là, c'est direct de la soirée à l'hôpital pour coma éthylique. Donc heureusement que le corps nous parle. Alors le praticien, lui, il va traduire davantage ce langage du corps que vous, simple mortel, n'arrivez pas à déchiffrer. Il a appris à lire. Donc c'est là le parallèle avec la musique qu'on faisait tout à l'heure. C'est-à-dire, quand on lit, on n'a même pas conscience qu'il y a des petits dessins noirs sur une feuille. La seule chose qui est importante, c'est que immédiatement, on voit des images, on entend des sons, on a des émotions, on est angoissé, on a peur, on est ému. Donc, ça va être le plus important. C'est ce que l'écrivain va essayer d'envoyer comme message. Donc le praticien a appris à lire. Il va essayer de déceler quels sont les déséquilibres, les interpréter et agir dessus de façon à ce qu'ils ne s'intensifient pas et qu'ensuite la maladie apparaisse pour compenser le déséquilibre. Là, vous nous parlez du praticien de médecine traditionnelle chinoise. Et le praticien de Shiatsu Masunaga. Et de shiatsu. Euh,
Le shiatsu Masunaga étant aussi donc un outil de diagnostic Énergétique. C'est énergétique. dangereux pour nous de juste Oui, non, dire mais je veux dire, diagnostic. un diagnostic, c'est voir une situation et voir ce Oui, qui, après tout, il y a un diagnostic pour les cheveux, un pour, diagnostic de voilà, voiture. pour un ordinateur aussi, donc on peut Voilà. l'utiliser, Oui, 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 oui. diagnostic. Mais en fait, c'est à cela que ça sert, de ressentir et de voir quels sont les points forts ou les points faibles du corps énergétiquement parlant. Voilà. D'accord. Mais ce shiatsu Masunaga n'est qu'un des outils à la portée du médecin traditionnel chinois, de la médecine traditionnelle chinoise. Ah, pas exactement. D'accord. C'est-à-dire que euh, dans, nulle part dans la médecine traditionnelle chinoise, on entendra parler de Shiatsu Masunaga, ni de Shiatsu. Il y a eu un moment où, pour cela, il faudrait voir un peu l'historique, si vous voulez, du Shiatsu. Je vous en prie. C'est-à-dire que les traces les plus anciennes de thérapie manuelle remontent au VIe siècle, avec ce qu'on appelait le Kanpo, c'est-à-dire c'était des techniques fondamentales de médecine chinoise, de travail sur le corps, autrement que par des aiguilles ou par aussi les moksas. Les moksas sont des pointes de chaleur qu'on approche près de certains points. Donc ça a pris le nom d'Anma ou Amma. On voit apparaître ces notions-là dans des écrits qui datent à peu près de l'an 700. Et on a vu ces écrits tout au long de l'histoire du Japon. Ça vient de la médecine chinoise. La médecine chinoise qui a passé donc la mer et qui a commencé donc à se répandre au Japon. C'était à l'époque une technique thérapeutique complète, avec donc diagnostic et traitement. Mais à peu près vers l'an 1500-1600, le Japon s'est complètement fermé au monde extérieur. Donc le massage énergétique Anma a été complètement coupé de ses racines, c'est plus ou moins flétri, et au bout d'un moment, c'est devenu progressivement donc une technique de relaxation populaire. À la fin, c'était tellement dénigré qu'il n'y avait plus que les aveugles qui le pratiquaient. Donc leur qualité de toucher était très appréciée. C'est ce que j'allais dire, justement. Le fait d'avoir un sens en moins permet justement de pratiquer peut-être avec une meilleure écoute. Voilà. C'est ce qu'on essaye aussi de développer quand on pratique, tout à l'heure je parlerai plus longuement du Shiatsu Masunaga, c'est-à-dire qu'il va y avoir cette écoute qu'on essaye d'avoir au maximum, écoute avec les mains, mais aussi il peut y avoir un diagnostic visuel, c'est important. Donc, vers la fin du 19e siècle, le Japon s'est réouvert au monde extérieur. Et c'est là que les techniques de massage occidentales ont pu faire une entrée privilégiée, si vous voulez, parce qu'elles étaient qualifiées de médicales. L'ANMA ne l'était plus du tout. Donc c'est là aussi où la médecine occidentale est arrivée au Japon. Actuellement, au Japon, se soigne beaucoup plus par la médecine occidentale, la médecine allopathique, que les médecines qu'on dit parallèles. Le shiatsu a été, disons que la première fois qu'on a vraiment parlé de shiatsu, on en attribue donc la paternité à Tokujiro Namikoshi. C'est pas vraiment totalement clair, mais en 1930, le ministère de la Santé a recensé officiellement 300 techniques thérapeutiques différentes, dont le shiatsu. Je parle du Japon. Hein. Et donc, il existe quand même des écrits sur le traitement shiatsu, et notamment sur le shiatsu anpuku, c'est-à-dire du ventre, qui date plus de 250 ans. Donc déjà à l'époque, le shiatsu était plus qu'une simple technique thérapeutique. C'était aussi une sorte de philosophie de vie. Alors, euh, le shiatsu, on voit, a une action, si vous voulez, globale, qui agit à la fois, donc on l'a vu tout à l'heure, sur le psychologique et sur le physique. Après la Deuxième Guerre mondiale, on a eu justement la reconnaissance officielle du shiatsu comme thérapeutique par le ministère de la Santé japonais.
qui le définit en 1955 de la façon suivante. Le shiatsu est une forme de manipulation qui utilise les pouces et les paumes des mains sans aucun instrument mécanique ou autre, qui applique une pression sur la peau humaine pour corriger le mauvais fonctionnement interne, favoriser et maintenir la santé et traiter les maladies spécifiques. Le gros coup de pub qu'a eu le shiatsu, c'est que Marilyn Monroe a eu un problème. Je ne vous dirai pas lequel, c'est entre elle et moi. Et elle a donc on lui a fait rencontrer Namikoshi, qui lui a fait un shiatsu. Alors elle a été tellement bluffée que finalement, elle en a parlé, et du coup tout le monde s'y est plus ou moins intéressé. Alors, quelle est la différence entre le shiatsu Namikoshi et le shiatsu Masunaga? C'est ce dont nous allons parler dans quelques instants. Vous êtes à l'écoute de Radio Ici et Maintenant 95.2. Nous sommes en compagnie d'Alain Saknowski, qui est le président de la Fédération française de Shiatsu Masunaga. Il est aussi praticien, professeur de Shiatsu Masunaga. Vous écoutez l'émission Santé et Spiritualité. C'est Alain Saknowski qui anime aujourd'hui cette émission Santé et Spiritualité. Praticien, professeur de Shiatsu Masunaga et président de la Fédération française de Shiatsu Masunaga, vous pouvez le joindre à un numéro de téléphone qui est le 01 82 09 48 37. Je répète, 01 82 09 48 37. C'est le numéro de téléphone de la fédération. Il y a aussi un site internet, c'est le www.alinshiatsu.fr. Très simple, alinshiatsu.fr. Par contre, shiatsu, vous demandez peut-être comment est-ce que ça s'écrit, S-H-I-A-T-S-U. alinshiatsu.fr, site sur lequel vous retrouverez toutes les informations concernant le Shiatsu Masunaga, ainsi que les lieux de rendez-vous, de conférences, de formations et autres. Fin de ce premier espace promotionnel. Nous reprenons le cours de cette émission Santé et Spiritualité consacrée au Shiatsu Masunaga. La particularité dans quelques instants, on va y arriver justement. Je voulais aussi proposer à nos auditeurs de mener cette interview en ma compagnie. Ils peuvent aussi poser leurs questions, chose que j'aurais pu oublier de demander, et aussi savoir ce que le shiatsu peut changer dans leur existence, qu'est-ce que ça peut apporter, qu'est-ce que ça peut régler. Vous êtes invités à intervenir pour poser vos questions à notre invité aujourd'hui. Alain Saknowski, juste avant, je redonne le numéro de téléphone, 08 92 23 95 20. Alain Saknowski, donc juste avant cet espace promotionnel, vous alliez nous expliquer la différence entre deux shiatsu. Lesquels? Alors, le shiatsu Namikoshi, c'est le shiatsu dont on parle quand vous cherchez juste à savoir ce qu'est le shiatsu. En ouvrant un ouvrage commun, on va vous dire il n'est pas nécessaire forcément de connaître le trajet des méridiens, etc. Il y a différents protocoles et c'est un shiatsu plus de détente, de relaxation. C'est le shiatsu actuellement le plus pratiqué au monde. C'est le shiatsu pratiqué partout au Japon. C'est un peu contradictoire. Mais vous le trouverez aussi en centre de thalasso, de spa, etc. Masunaga, c'est quelqu'un qui s'appelait Masunaga. Shizuto Masunaga était élève de Namikoshi. Et quand le Japon s'est complètement ouvert au monde extérieur, il a voulu réintégrer tous les principes fondamentaux de la médecine chinoise, c'est-à-dire le trajet des méridiens, avec leurs points d'acupuncture les plus importants, l'harmonie yin-yang, les 5 éléments, terre, eau, feu, métal, bois, qui correspondent aux méridiens et aux organes, comment ils s'alimentent en énergie les uns les autres, comment ils se contrôlent aussi, et donc tous les éléments aussi de diagnostic. Dans un souci d'efficacité.
Donc lui-même, il est né dans la région d'Hiroshima et sa famille était shiatsuki. On appelle shiatsuki un praticien de shiatsu. Mhm. Donc il était diplômé en psychologie de l'université de Kyoto. Il connaissait bien tout ce qui est psyché, soma. Il a fait des études de classique de la médecine orientale et il a replacé donc le shiatsu dans l'univers philosophique et thérapeutique de la médecine traditionnelle chinoise. Il a placé, on dit le shiatsu Masunaga est un shiatsu des méridiens. Il a placé les méridiens au centre de sa pratique. Il découvre leur parcours prolongé sur l'intégralité du corps. Donc, de cette façon-là, on peut augmenter les possibilités aussi d'agir sur tous les déséquilibres. Sa cartographie du corps comprend donc 12 méridiens dans chaque bras et jambe, c'est-à-dire il y en a 6 dans chaque bras, donc ça en fait 12, et aussi 12 dans les pieds. Aussi d'autres méridiens qu'on appelle méridiens extraordinaires et qui ne sont pas en relation avec un organe. Le shiatsu de maître Masunaga, pour repérer les différents dysfonctionnements du corps, va comporter un repérage sur le receveur. Des points qu'on appelle kyo ou jitsu, c'est-à-dire des points qui caractérisent la notion de vide ou de trop-plein. Encore une fois, ce n'est pas nouveau. C'est-à-dire que, vous voyez, ces notions de s'il y a un trop quelque part, il y a forcément un pas assez ailleurs. Ça se vérifie dans les notions sociales, économiques. S'il y a un pays qui s'enrichit démesurément, c'est forcément parce qu'il y a des pays qui s'appauvrissent énormément. Et s'il y a un pays qui est beaucoup trop pauvre, vu les richesses de la terre, c'est forcément qu'il y en a qui s'enrichissent énormément et peut-être un peu trop aussi. Si quelqu'un arrive et dans une soirée et envahit complètement l'espace, il y a forcément des gens qui se trouvent complètement écrasés et éteints. Et de la même manière, s'il y a des gens écrasés et éteints, eh bien, cette personne-là pourra justement faire subir sa personnalité. Donc, le but, ça va être d'harmoniser ça. Je n'aime pas trop le mot équilibré. Harmoniser. C'est donc le donneur, le praticien, va rétablir l'équilibre et la circulation de l'énergie entre ces deux zones en pratiquant la tonification et la dispersion de façon simultanée. Alors, justement, vu que là, on rentre un peu dans le vif du sujet, euh, le shiatsu, on en parle, mais on n'a pas concrètement dit à quoi ça ressemblait. Avant de comprendre comment est-ce qu'on peut toucher à ces méridiens, ou virtuellement, je veux dire énergétiquement, ou physiquement, euh, le shiatsu, à proprement parler, c'est quoi? Donc, il y a toujours un praticien et un receveur, ou est-ce que c'est aussi quelque chose qu'on peut pratiquer seul? Est-ce que c'est physique? Est-ce que c'est uniquement une imposition des mains, des doigts, juste pour qu'on comprenne bien vraiment la base Alors, du shiatsu. shiatsu veut dire pression avec les doigts. Donc ce n'est pas un massage. Mhm. Il peut y avoir donc des pressions, bien sûr, avec les doigts, des empaumements, des étirements. Il peut y avoir quelquefois, donc ça c'est vraiment le propre du Shiatsu Masunaga, c'est de ne pas considérer l'être humain comme une sorte de machine avec des points et j'appuie sur le bon point, il se passe ça, j'appuie sur l'autre point, il se passe ça. On met les choses en relation et on utilise l'énergie. On travaille avec l'énergie. Un bon acupuncteur, s'il plante son aiguille même sur le bon point, s'il ne travaille pas avec l'énergie, il n'y aura que très peu de résultats. Donc il Qu'est-ce que fait vous voulez passer. dire? Qu'est-ce que vous voulez dire par travailler avec l'énergie? Ah, vous voulez que je vous dise ce que c'est que l'énergie? Bah, je voudrais comprendre, par exemple, effectivement, je ne m'y connais pas énormément en médecine traditionnelle chinoise, mais ce que je sais, c'est que les corps sont entièrement cartographiés et qu'on peut retrouver sur certains membres l'intégralité du corps, sur les mains, sur les pieds. Vous me dites à ce moment précis que
cette cartographie, même si à un endroit le cœur est représenté ou l'intestin grêle, par exemple, que si j'appuie à cet endroit-là, si je ne mets pas l'énergie, il n'y aura pas d'action ou d'interaction avec la personne qui est là. Ça veut dire que je dois mettre quoi comme énergie, à part la force de l'intention? Alors, la notion d'énergie est un des concepts essentiels de la philosophie chinoise. C'est absolument indispensable pour un praticien d'être familier avec cette notion pour aborder le shiatsu ou même toutes les autres méthodes, hein. Au niveau le plus général, l'énergie, quand on dit l'énergie, c'est l'énergie cosmique, l'énergie qui existe dans l'univers. Et on sait depuis Einstein qu'elle est indissociable de la matière. On sait qu'elle est en quelque sorte la vibration élémentaire qui est le fondement de toute vie phénoménale et ne peut être saisie que dans ses manifestations extérieures. Quand on, quand- euh, Si vous voulez, quand on regarde la télé, il y a une énergie qui passe le long des fils électriques. Il y a des émotions, il y a des images, il y a de la musique. C'est sûr que si on coupe le fil électrique, on ne voit strictement rien. Donc on peut prouver l'existence justement de ces ondes, ou les ondes par exemple qui permettent tout de suite à nos auditeurs d'écouter votre émission, qu'à partir du moment où il y a le résultat. C'est-à-dire, on voit à la télévision, oui ça marche, et ça marche à chaque fois. Donc c'est que ça existe. Alors ce sont les deux façons qui permettent d'expliquer un phénomène. Soit on trouve la cause, on trouve il y a tout un protocole qui nous amène à un résultat, soit on parle du résultat, ça existe, donc il y a forcément une cause, et on va analyser plutôt tout ce qui existe pour nous permettre de comprendre finalement quelle peut en être l'issue, enfin le départ. Sauf que là, quand il s'agit d'énergie, on a appelé ça énergie pour rassurer l'esprit occidental. C'est une traduction du chi. Mais réduire le chi à l'énergie, ça devient, c'est un peu simpliste. C'est-à-dire que en Occident, on va avoir tendance à plutôt diviser les énergies. On va parler de l'énergie électromagnétique, l'énergie électrique, euh, l'énergie, comment on dit, magnétique. Si on voulait vraiment traduire le chi, on parlerait plutôt d'énergie vitale. C'est-à-dire que l'énergie, c'est ce qui va servir de fondement à la vie. L'énergie, elle est toujours dynamique, elle va soit se condenser, ça va donner la matière, soit elle va servir de communication entre les choses. On peut la voir facilement autour de nous. Quand il n'y a plus d'énergie, c'est la mort. Donc, euh, c'est dans la Bible, on pourrait dire, de la médecine chinoise, c'est le Neijing, le livre de l'empereur jaune. Ce sont des poèmes, etc., mais comme il n'y avait pas trop de langage euh, abstrait à l'époque, donc on prenait des images, des animaux, par exemple, pour parler de l'estomac, on parlait du dragon, etc. Donc le concept d'énergie était formulé de la façon suivante, je cite, l'être vivant ne doit pas être compris comme une matière animée par l'énergie. C'est l'énergie qui a orienté la matière, elle-même énergie, vers le phénomène vital. L'énergie ne peut se voir et se comprendre qu'à travers des modifications matérielles. Alors, en fait, c'est important parce que, comment dire, ça permet de comprendre beaucoup de choses. On a toujours, l'esprit humain a cherché à se rassurer. Alors, il se rassure soit par la matière, soit par la spiritualité. L'énergie, on a vu, se manifeste de façon visible, de façon invisible aussi. Alors, pour se rassurer, quand il y a la peur de manquer, on se rassure en possédant, ou alors en se lançant à fond dans son boulot. Si, parce que la spiritualité peut nous faire peur aussi, ou alors parce qu'elle a commis beaucoup de dégâts au nom
de déités différentes, au nom d'un clergé aussi, qui a plus ou moins exploité cette spiritualité-là pour quelquefois s'enrichir ou pour chercher le pouvoir. Donc, on a un peu tué ça. Alors, on a renié la spiritualité et on se retrouve face à soi-même et on n'a pas trop envie. On n'a pas trop envie d'aller au fond. Alors, on va se lancer à corps perdu dans le boulot pour avoir un nouveau poste, pour gagner plus d'argent, pour être valorisé et on se cherche une valeur là-dedans. Alors, il y a l'attitude inverse. Le matériel me fait peur, la société me fait peur, c'est trop dur, j'ai du mal à trouver ma place. Partout où je suis, je me sens dévalorisé. Je ne me sens pas trop valorisé par ma famille, par les autres. Alors je vais me plonger dans la spiritualité. Les deux dénigrent un peu l'autre, hein, généralement. C'est-à-dire les spirituels, bon, sont des conneries, ce sont des charlatans, Et les autres vont dire, nous sommes supérieurs parce que nous pratiquons la spiritualité. Alors que la, la véritable, on pourrait dire, la vie, en fait, est à la fois matérielle et spirituelle. On ne peut pas le dissocier. On ne peut pas méditer si on meurt de faim, si on est trop faible. Il faut manger, il faut se sentir bien. De la même manière, on ne peut pas être heureux, se sentir bien et créer de l'harmonie autour de soi s'il n'y a pas du tout de spiritualité. C'est ce qui se passe malheureusement beaucoup aujourd'hui. Donc les deux sont indissociables. Alors, de cette division est née la division de la science. C'est-à-dire, il y a des médecins, j'ai des patients médecins qui me disent on m'a appris mon métier comme un mécanicien. On m'a appris à soigner des maladies. J'ai l'impression je répare des corps. D'autres vont réparer le psychologique. Mais il n'y a pas de lien entre les deux. On commence tout juste depuis quelques années à parler de maladies psychosomatiques, mais qui sont un peu exceptionnelles. Ou alors, quand certains patients ont certains problèmes, on leur dit c'est psychologique, c'est le stress. Mais pour l'émotionnel, eh bien, on va aller voir des voyants, on va aller voir des pratiques plus ou moins mystiques, mais complètement déconnectées, mais juste pour qu'on fasse attention à nous et pour qu'on ait le sentiment d'exister dans les yeux de l'autre. Mais il n'y a pas d'interconnexion entre tout cela. Donc c'est la base, si vous voulez, du Shiatsu Masunaga. Quand on parle d'énergie, euh, on va parler il y a, disons, trois sortes. On peut la diviser en trois. Il n'y a pas les énergies. C'est comme la colère, elle peut se manifester de tas de façons différentes, mais elle est vécue plus ou moins de la même façon. Donc il n'y a pas elle a des tas de couleurs différentes si vous voulez, mais c'est quand même à la base la même émotion plus ou moins. Donc c'est toujours la même énergie. Il y a l'énergie, alors là, euh, c'est la conception hein, basée sur le bouddhisme et le taoïsme, donc je ne suis pas en train de convertir hein, qui que ce soit. C'est-à-dire, il y a l'énergie de base, on pourrait dire, l'énergie originelle. Ça va être l'addition de l'énergie puisée dans l'univers avant la naissance, qui va dépendre du degré d'ouverture de la personne. Entre parenthèses, on n'est pas dans la réincarnation, hein. C'est juste une continuité. C'est exactement comme à la fin de la journée, on est complètement crevé, on va dormir, on se réveille le lendemain matin et on continue. Donc ça, c'est la conception de la mort. Cette énergie-là, donc c'est sûr qu'une personne qui va mourir déçue, aigrie, plein de rancœur envers toute la jeunesse, parce que justement, elle n'a plus de temps, plein de rancœur envers elle-même, va mourir avec, on pourrait dire, un récipient assez étroit.
par rapport à une personne qui accueille la mort les bras ouverts. Donc, l'énergie de l'univers qui a été puisée avant la naissance et l'énergie vitale des parents quand ils l'ont conçue. Donc ça, c'est notre stock qui est percé. Quand on n'en a plus, on meurt. Ce stock, il peut être soit vidé d'un seul coup par un accident, une maladie, soit petit à petit. Donc déjà, la médecine chinoise, le Shiatsu Masunaga vont permettre de l'économiser, de ne pas la gaspiller. Ça, c'est ce qu'on appelle l'énergie yuan. Il y a l'énergie yang. L'énergie yang, l'énergie yuan, on pourrait dire que c'est l'énergie dont on vient de parler, on pourrait dire que c'est notre batterie. C'est ce qui va servir à gérer un peu tout ça. L'autre, c'est l'essence. Quand on respire, quand on boit, quand on mange, notre corps transforme en énergie tout ça. Donc, selon notre façon de respirer, selon notre façon de manger et ce que l'on mange, selon aussi notre façon d'appréhender notre environnement, si on voit l'environnement comme un ennemi, si on vit l'environnement de façon pessimiste, victimatoire, etc., ou alors si on considère que finalement tout ce qui nous arrive, eh bien, c'est une source de développement et c'est génial, positif ou négatif, on va transformer ça en une autre sorte d'énergie. Ça, c'est l'énergie apportée. Et l'énergie Wei, qui est chargée de défendre l'organisme contre les agressions extérieures. C'est l'énergie qui va faire que si nos anticorps, nos globules blancs, etc. partent à l'attaque, il y a une certaine énergie. Donc c'est ce type-là d'énergie. Mais en fait, ce sont juste des subdivisions. Ce n'est pas différentes énergies. Quand on mange, c'est-à-dire que tout ça ensemble, c'est notre énergie vitale. Quand il y a un déséquilibre, le corps fait tout ce qu'il peut pour nous maintenir en vie. C'est pour ça qu'on est fatigué. Parce qu'il dépense beaucoup de cette énergie-là. Alors, les maladies sont la conséquence d'un déséquilibre. Toute maladie, quelle qu'elle soit, psychologique, émotionnelle, toutes les maladies même physiques sont la conséquence d'un déséquilibre. Alors le praticien, lui, il va voir surtout en se basant sur la théorie du yin et du yang et des 5 éléments, il va voir quel est ce déséquilibre-là. Il ne va pas dissocier ce déséquilibre de l'ensemble. Il va faire quelque chose de général. Il va parce que tout est en communication, donc il va essayer de faire intervenir la loi de contrôle, la loi aussi de nourriture, d'énergie, pour qu'il y ait une plus grande harmonie. S'il n'y a pas de déséquilibre, il n'y a pas de maladie. Donc pour en revenir à ma question, et après votre explication effectivement de l'énergie, lorsqu'il palpe, touche ou appuie sur un point bien précis, en même temps, il transmet l'énergie? Alors, disons que avec l'expérience, déjà, il va agir sur tous les méridiens et il va se rendre compte si l'énergie est bloquée quelque part. En touchant? En touchant. D'accord. Alors, je pensais que le ressenti était aussi voilà. très important plutôt que le toucher. Je pensais que le toucher, pour être franc, était plus le moyen justement de pas rééquilibrer, mais d'harmoniser, c'est bien, je crois que vous préférez le terme harmoniser, l'ensemble, et que c'était le ressenti qu'on peut avoir même en fermant les yeux qui était le plus important pour faire une sorte de bilan de l'état de la personne. Alors, le diagnostic se fait dès le coup de téléphone. D'accord, d'accord. C'est-à-dire que
La personne qui va, bonjour monsieur, est-ce que vous êtes disponible mardi prochain à 15h30? Il a tout préparé, tout est organisé, etc. Ne- On mène une enquête. On est un peu Colombo. On mène une enquête. C'est-à-dire, c'est toujours peut-être que. Donc là, on se dit, par exemple, tiens, peut-être un peu de yang. Mais peut-être. Après, même la façon de sonner. Du coup, je vais faire peur à tous mes patients. Maintenant, ils vont plus oser sonner. Alors, il, euh, il y a l'aspect physique. Il y a le diagnostic visuel. Il y a ensuite, pas un- on appelle ça un questionnaire, mais oui, on pose des questions. Ce qui est important pour moi, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que la vie personnelle de la personne ne m'intéresse pas trop. Sinon, son passé thérapeutique. Je vais, je vais écouter sa voix, la couleur de sa peau, si sa posture. Euh, je vais voir tout ça sans toucher pour l'instant. Je vais poser certaines questions qui vont me permettre déjà de discerner peut-être certains déséquilibres. Ensuite, on peut prendre les pouls. Les pouls sont plus utilisés en médecine chinoise parce qu'on a à peu près une séance de 1 heure et si on prend les pouls pendant 20 minutes, il y a donc 12 pouls et ça prend beaucoup trop de temps. Chaque pouls correspond à un méridien. D'accord, c'est intéressant. Donc, si vous voulez, par exemple, si ici, en, en, Donc à la base du poignet. voilà, en surface, il va y avoir le pouls du poumon, Mhm. il faut compter, il faut être, il faut faire intervenir sa sensibilité. Est-ce que le pouls est lourd? Est-ce qu'il est fuyant? Est-ce qu'il est souple? Est-ce qu'il y a comme une double croche? Donc tout ça va parler, mais je n'utilise pas. En shiatsu, c'est un peu plus difficile. C'est là que va intervenir le hanboku, c'est-à-dire le ventre. C'est la voie royale du shiatsu. Donc déjà, j'ai pas mal de renseignements. Et je me dis peut-être que est-ce que la personne se réveille entre 1 heure et 3 heures du matin toutes les nuits? L'énergie donc circule, elle est dynamique, elle est plus présente dans un méridien ou dans un autre, donc c'est l'heure du foie. Alors si elle se réveille entre 1 heure et 3 heures, si le méridien du foie la réveille, je me dis, si c'est toutes les nuits, hein, je me dis, tiens, peut-être un problème de foie. Le foie, l'énergie du foie, on parle de l'énergie du foie, hein, est liée à la colère, l'impatience, l'exaspération, etc. Donc, si la personne l'exprime, si elle hurle pendant toute la journée, le foie se vide de son énergie, il devient paresseux. Si la personne prend sur elle constamment, à ce moment-là, l'énergie se bloque au niveau du foie. Alors, et je réponds à votre question, Alexandre, à ce moment-là, quand je vais aller sur le méridien du foie, ça risque d'être douloureux, parce que l'énergie stagne. Quand je vais surtout aller sur le ventre, je vais sentir le foie qui est froid, qui est tendu. Si j'appuie un peu, je vois que c'est un peu douloureux. Donc, je vais chercher qui est chargé de contrôler cette énergie. Le foie, c'est l'énergie du bois. Donc, ça va être le poumon. Le poumon, c'est l'énergie du métal. Et je constate que le poumon est trop faible. Donc, à ce moment-là, oui, je vais agir au niveau de mon énergie et de l'énergie de la personne, de façon à ce qu'il y ait une sorte de communication qui se fasse pour que l'énergie du poumon en ait davantage. Alors je vais aussi aider la personne, je vais ensuite insister davantage sur le méridien du poumon, je vais encourager la personne à faire des exercices respiratoires, et au bout de quelques séances, donc je pourrais constater que le poumon ayant beaucoup plus d'énergie, je vois que l'énergie du foie recircule. Une question avant de revenir à la pratique en elle-même. Euh, J'entends effectivement souvent parler, quand on parle de médecine traditionnelle chinoise, d'heures, entre 1 heure et 3 heures, donc c'est le foie. Et je me pose à chaque fois cette question, mais qui est toute bête, mais est-ce que ça dépend de l'heure? Est-ce que ce flux d'énergie
qui passe dans le corps et qui fait que si on se réveille entre 1 heure et 3 heures, c'est par rapport au foie. Est-ce que le fait de, par exemple, se coucher à minuit ou à minuit et demi décale l'heure à laquelle ce réveil sera relatif au foie ou pas? Alors, non, C'est à chaque fois la question non, que je non, me non, pose. Je me dis, est-ce que... non, non. Non? Euh, Personne qui travaille la nuit, par exemple, est-ce qu'elle arrive à se régénérer énergétiquement? c'est ce qu'on appelle la chronobiologie. C'est-à-dire que idéalement, il faudrait vivre, c'est-à-dire il faudrait avoir, par exemple, entre 7 heures et 9 heures, ça va être l'heure de l'estomac. Hmm. Donc il faudra, c'est la raison pour laquelle il est important d'avoir un repas assez conséquent le matin. Donc bien sûr, c'est l'heure de l'estomac, c'est l'heure où il est le plus puissant, et si l'estomac est complètement au repos, donc ça c'est la règle midi-minuit, c'est-à-dire 12 heures plus tard, s'il est complètement, c'est-à-dire à 19 heures, si on fait un très très gros repas, effectivement, il aura du mal à digérer. Alors, c'est mieux de suivre l'horloge chronobiologique. Maintenant, si vous me demandez si je la suis, ben non. Bah non, je vois pas comment on peut vraiment la suivre. Enfin, on peut, hein, sûrement, mais par rapport à nos métiers, par rapport à la vie privée, qui est différente, il est très dur de justement suivre cela. Alors, donc, c'est pour cela que ce ne sont pas des dogmes. Mhm. On vit dans une société beaucoup plus yang que yin, c'est-à-dire avec beaucoup plus de contrôle, de maîtrise, d'analyse, de je dois, il faut, je suis trop comme ci, pas assez comme ça. Donc, on ne peut pas imposer ça et dire je vous préviens, si vous ne vivez pas, voilà, je vous donne l'horloge circadienne, ça s'appelle. Si vous ne la suivez pas, vous tomberez fatalement malade. Le plus important, et c'est ça le yin, c'est l'évolution. C'est essayer de progresser. Et non pas d'arriver à un point, justement, d'équilibre. Et l'harmonie est faite de déséquilibre. Il faut des déséquilibres. Il faut, si vous voulez, euh, si on fait tout, on mange uniquement bio, on vit uniquement en se basant sur l'horloge circadienne, on ne mange que des choses, bon c'est une de mes spécialités aussi, qui correspondent à notre groupe sanguin. Ça devient du contrôle total. Il n'y a plus de notion de plaisir et c'est une façon de se nier. Et si on est parfaitement, imaginez un sourire de Bouddha, et puis je suis parfaitement équilibré et en pleine sagesse. Et alors quoi? Ça sert à quoi? À quoi je sers? Ce qui est important, et quand les gens me regardent, ben, éventuellement, comme je m'érige en maître, eh bien eux-mêmes ils ne le sont pas, ils sont plus ou moins infériorisés, ce qui est une contradiction totale à la spiritualité. Donc pour moi, qui dit spiritualité dit absence de maître. Donc le plus important, c'est d'être en déséquilibre et à cause de notre déséquilibre, avancer le pied gauche. Et un autre déséquilibre, mais au moins avancer. C'est ça qui est le plus important. Et ça n'a pas de fin. Mais et quand on mourra, on se dira, mais même si j'ai encore 100 ans à vivre, j'arriverai pas au bout. Mais quand même, si je me retourne, quel voyage tu as fait? Avec toutes les souffrances, avec toutes les joies, vu d'où tu es parti, ce que tu n'as pas eu et que tu étais en droit de recevoir, ce que tu as eu, quel chemin, quel voyage. Donc, peut-être que j'ai encore plein de choses à accomplir, plein de choses à faire évoluer, mais quand même, j'ai bien avancé. Et ça, c'est ce que je suis. Et pour tout ce que j'ai vécu depuis ma naissance, je suis vraiment reconnaissant. Vous êtes à l'écoute de Radio Ici et Maintenant, 95.2, c'est Alain Saknowski qui anime aujourd'hui cette émission Santé et Spiritualité. Il est praticien professeur de Shiatsu Masunaga et aussi président de la Fédération française de Shiatsu Masunaga. Et nous ouvrons dans un instant le second espace promotionnel de cette émission.
C'est Alain Saknowski, pardon, qui présente aujourd'hui cette émission Santé et Spiritualité. Il est praticien, professeur de Shiatsu Masunaga. Il est aussi le président de la Fédération française de Shiatsu Masunaga. Pour le joindre et pour joindre la fédération, un numéro de téléphone, c'est le 01 82 09 48 37. Je répète, 01 82 09 48 37. Vous pouvez retrouver toutes sortes d'informations sur internet sur le www.alanshiatsu.fr, en notant que sur ce site vous aurez le lien pour aller vers la Fédération française de Shiatsu Masunaga. C'est alanshiatsu, tout lié, .fr. Et puis notez aussi une conférence à la cité universitaire, à la Maison du Brésil plus exactement. Ce sera le 9 février à 15 heures. Vous souhaitiez rajouter quelque chose, Alain? Non, Non. Oui, enfin, par rapport à l'action, vous voulez dire sur direct. Donc, c'est-à-dire, j'ai le sentiment de ne pas avoir totalement, même si je me suis étalé longuement. De ne pas être allé assez profondément sur l'action directe. Voilà. Ben on va en reparler justement, juste après cet espace. C'est sa première émission sur l'antenne de Radio Ici Maintenant. On a énormément de choses à dire et effectivement, on a l'impression qu'on a loupé des chapitres. On va y revenir. En tout cas, n'oubliez pas, le site internet, c'est alanshiatsu.fr. Fin de ce second espace promotionnel. Nous reprenons le cours de cette émission Santé et Spiritualité, animée aujourd'hui par Alain Saknowski, et nous parlons de Shiatsu Masunaga. Juste avant cette pause et cet espace promotionnel, Alain Saknowski, nous parlions donc de la pratique, le praticien, comment agit-il? Il appuie sur certains points, mais il transmet aussi de l'énergie, ce qui nous a permis justement de nous arrêter sur l'énergie, aussi sur la chronobiologie de l'être humain. Maintenant, il appuie sur ces points. Il agit sur ces différents points du corps humain. C'est pour réharmoniser l'énergie, pour redonner un sens, redonner un équilibre. C'est ce que vous nous expliquiez en début d'émission. Cette pratique que vous effectuez, vous, avec le Shiatsu Masunaga, elle est totalement différente de ce qu'on pourrait trouver avec le Shiatsu classique, j'ai envie de dire. Je dis pas supérieur, hein, je dis différent. Oui, c'est différent dans le sens où déjà il y a un diagnostic. C'est différent dans le sens où à la fin de la séance aussi, nous faisons un bilan énergétique. Dans le sens aussi où après plusieurs séances, on peut éviter à la personne d'avoir certaines maladies. Donc, il y a des notions théoriques de la médecine chinoise qu'il faut maîtriser si on veut pratiquer le Shiatsu Masunaga. C'est la raison pour laquelle dans les cours donc, que je dispense, il est important d'approfondir davantage ce qu'est le yin et le yang, bien sûr les 5 éléments, et aussi le hanpuku, c'est-à-dire le ventre. En agissant sur le ventre, là on va rétablir vraiment tous les déséquilibres. On agit, c'est plus un shiatsu des méridiens qu'un shiatsu des points. J'allais y venir, je suis ravi que vous... Parce que tout à l'heure, vous avez dit, le ventre, pour moi, c'est la voie royale. Je m'en souviens, ça résonne encore. Et je voulais vous poser à un moment de cette émission la question, pourquoi est-ce que le ventre, c'est la voie royale? Parce que c'est dans le hara, le ventre, que tout se passe. C'est là où on va trouver déjà pas les origines, mais les liens entre... On va pouvoir agir au niveau des 5 éléments de façon totale. C'est là où on va pouvoir faire à la fois, ça va être à la fois diagnostic et thérapie.
C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que mes mains se posent et touchent le ventre, je vais sentir chaque organe, donc chaque méridien. Il y a le méridien du poumon, du gros intestin, du rein, vessie, etc. Si ils sont en trop, si l'énergie stagne, si l'énergie manque, et en rétablissant l'harmonie de tout cela, je vais agir sur l'état de santé de la personne. Alors, je commence par ça, parce que si je commence par les autres méridiens, je vais modifier ça. Donc déjà, là, ça va être, pour reprendre l'exemple de Colombo, j'ai un peu vu tous les suspects. C'est pas forcément les suspects les plus évidents qui sont les coupables. Il y a des personnes qui vont arriver, donc par exemple, qui vont arriver avec une apparence très yang, mais qui sont peut-être avec un yin énorme parce que ce sont des personnes qui sont en dépression et qui sont sous médicaments, et on ne le dit pas forcément haut et fort. Donc je vais avoir une appréhension un peu faussée par le médicament. Donc je vais suspecter certains déséquilibres, mais quand j'arrive au ventre, là j'ai la conclusion. Et quelquefois, c'est pour cela que le facteur, donc on a dit tout à l'heure, l'esprit dans lequel on le fait est important. C'est important de pratiquer avec beaucoup d'humilité. Je ne suis pas un guérisseur. Je ne suis pas un médecin. Je ne prétends pas résoudre tous les problèmes de la personne. Je ne résous rien. J'aide, j'accompagne la personne de façon à ce qu'elle résolve ses problèmes elle-même, de façon à ce qu'elle soit beaucoup plus forte, beaucoup plus sereine, parce que nous avons un potentiel inimaginable. L'être humain est conçu et programmé pour s'auto-guérir. Ne serait-ce que physiquement, on cicatrise, hein, mais on peut cicatriser de plein de choses, et on peut guérir de plein de choses. Quelquefois, même après des années de pratique, je ne comprends pas. Je ne sais pas. C'est trop contradictoire. À ce moment-là, j'essaye humblement d'agir au niveau de tous les méridiens. Et il y a des résultats quelquefois qui nous dépassent. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas ce qu'on a fait vraiment pour qu'il y ait ce résultat-là. Quelquefois c'est plus évident, quelquefois ça le devient au bout de quelques séances. Donc une chose qui est claire quand même, c'est pour ça que ça me fait toujours un peu réagir quand je vais dans des salons, etc., et que j'entends des personnes affirmer avec une telle certitude leur conclusion, c'est la vie. On agit sur la vie. On ne maîtrise pas la vie. On maîtrise un réveil. On peut le démonter, le remonter, et encore je n'y arriverai pas. Mais la vie, on ne peut pas maîtriser ça. On peut juste aider. On peut juste faire en sorte que ça recircule correctement. Donc pour en revenir à votre question. Laquelle? La septième. Pour en revenir à c'est vous pensiez, vous m'avez demandé, vous pensiez que le plus important c'était l'énergie, etc. Et que en fait. Ah oui, ma question de tout à l'heure. Oui. D'accord, très bien. En fait, au bout de quelques émissions, on parlera de. En fait, la notion d'énergie, bien sûr, très importante. Mais si vous voulez, votre question, en fait, elle explique aussi pourquoi je ne fais pas de stage, par exemple. C'est qu'on ne s'approprie pas les choses, elles restent dans la tête. Donc pour qu'elles passent dans les mains, il faut le cœur. Il faut les avoir digérées. Donc, donc ce que j'essaye de faire, c'est qu'il y ait un mois, il y a une journée de cours par mois.
En un mois, on a pratiqué, on a essayé, on s'est posé des questions. On a trouvé que sur YouTube, il y avait des choses qu'on a vues contradictoires avec ce que je pouvais dire. Donc on me pose des questions. Quelquefois, je sais pas. Donc on a le temps quand même de s'approprier tout cela. Quand, avec les années, on s'approprie aussi, on devient de plus en plus sensible. Tout ça est bien digéré et il y a un chemin spirituel, un chemin, une évolution humaine qui se fait patient après patient. Il y a des gens insupportables. Donc c'est là, mais insupportable à cause de certaines souffrances. Donc c'est l'occasion pour moi de développer ma bienveillance, d'être davantage dans la compassion et de la développer au lieu de m'identifier comme quelqu'un de bienveillant. Donc tout ça va me faire évoluer et cette évolution, le patient va en bénéficier. Euh, si en posant la main, si je pense à ma liste de courses, je vais appuyer partout où il faut, je vais faire ce qu'il faut, mais j'aurai pratiquement pas de résultat. J'ai pu le. Quelquefois, on peut avoir un problème très grave et on a du mal à passer à à penser à autre chose, etc. Et le shiatsu devient difficile. Donc j'ai pu malheureusement pour mes patients l'expérimenter à mes débuts. Mais si on est vraiment dans l'écoute de la personne, si on est dans l'humilité, si on est dans la respiration, dans la bonne posture, à ce moment-là, on sent des choses. On sent davantage si l'énergie est bloquée, si elle ne l'est pas. Alors bien sûr, euh, je vais par exemple au niveau du ventre, pour reprendre l'exemple du foie, si au niveau du foie, je sens qu'il n'y a pas assez, qu'il y a trop d'énergie, pour qu'il y ait plus d'énergie au niveau du poumon, je sais qu'il n'en a pas comment. Parce que justement, je suis sensible à ça. C'est-à-dire que je pose la main et je sens que petit à petit, ça chauffe de plus en plus. Et il y a un moment, ça brûle presque. C'est-à-dire que ça me demande de l'énergie. Quand ça chauffe très fort, c'est qu'il n'y a pas assez d'énergie, ça m'en demande. Alors je laisse la main. Alors moi-même, parce que je me suis préparé avant le shiatsu, j'ai fait certains exercices énergétiques, parce que je suis dans l'écoute, dans la respiration, l'esprit vide, je laisse les choses faire et je sens, on peut visualiser aussi, hein, avec une sorte de lumière comme ça qui passe. J'essaye d'imaginer cette lumière, cette vibration qui va irradier, soit où la personne a mal, soit où ça manque d'énergie. Et ça va chauffer, je vais laisser jusqu'à ce que je sente qu'il commence à y avoir un résultat. Ça, n'importe qui peut le faire, hein. C'est ce que on se disait en discutant avant cette émission. Vous me disiez que presque, peut-être pas forcément sans aller jusque-là, mais qu'une personne qui mettrait l'intention et qui serait vraiment concentrée, ou en tout cas focalisée sur la personne qui est devant, et qui pratiquerait un type de massage ou de pression sur le corps, pourra avoir plus de réussite qu'une personne qui connaît tous les gestes, qui sait exactement où appuyer, mais qui n'est pas dans l'instant, dans le moment, dans ce qu'elle est en train de faire. Oui. C'est, pendant que vous étiez en train de parler, je me disais, oh, quand même, t'es peut-être allé, t'as peut-être exagéré quand même quand tu as dit ça. Mais, euh, mais je réalise que non, parce que c'est ce qui fait qu'on ne pourra jamais nous remplacer par des machines. Imagine, par exemple, il y a des fauteuils, hein, de shiatsu. Il y a des fauteuils, vous savez, on s'allonge, il y en a même au bord des autoroutes, et il y a des roulements à billes comme ça qui font que ça vous masse. S'il y a une machine qui appuie exactement où il faut, sur tous les méridiens, qui fait la chose parfaitement, il y a une lumière rouge qui s'allume, ça veut dire qu'il faut se tourner sur le ventre, et puis ensuite elle fait le dos, ça va nous détendre, mais ça va rien résoudre. Ça va revenir ensuite. Mais si euh, une jeune, je veux dire, une personne qui n'a pas beaucoup d'expérience, fait un shiatsu euh, basique, c'est-à-dire sans se poser de questions, en faisant juste les choses normalement, humblement,
mais avec une grande générosité, avec beaucoup d'amour pour la personne dont elle s'occupe, elle obtiendra un résultat. Elle obtiendra quelque chose. Parce que je ne pense pas quand même que les patients de ce genre de discipline viennent pour être élevés spirituellement ou pour qu'on rétablisse leurs énergies, etc. Même si finalement on le fait. À la base, c'est une des raisons, enfin c'est la raison pour laquelle la fédération a été conçue. À la base, ils viennent pour un peu de chaleur humaine. Ils viennent parce que on vit dans un désert humain et pour eux, ce genre de pratique, contrairement à certaines autres pratiques plus scientifiques, eh bien, ça va être des pratiques où ils vont trouver un peu de chaleur humaine, où la personne va faire davantage attention à ce qu'ils sont et non pas uniquement Hmm. à leur déséquilibre, etc. Donc l'aspect psychologique est important parce que soi-même aussi, c'est tout un entraînement de ne jamais être dans le jugement, de ne jamais d'être humble aussi vis-à-vis de la médecine, c'est-à-dire quand le déséquilibre est trop, la médecine allopathique, quand le déséquilibre est trop grand, quand la maladie est déjà là, si j'ai le temps d'utiliser le potentiel d'auto-guérison de la personne, je l'utilise. Si c'est trop tard, si la personne a un cancer, si la personne a même une maladie grave, je l'emmène et c'est l'un des articles les plus importants du code de déontologie de la fédération d'envoyer immédiatement la personne voir un médecin. Bien sûr, ne pas pardon, à la médecine classique, Voilà. c'est un complément, ça peut aider à faire les choses d'une autre manière, mais ne jamais se substituer et se dire je ne vais faire que ça et je laisse de côté le traitement classique. Ça me paraît effectivement évident. Il est important de le rappeler à ce moment de l'émission. Juste un mot sur la fédération. Elle a été créée en 2012, Oui, très récemment, créée par vous. oui. Pourquoi avoir créé cette fédération? Vraiment en quelques mots, hein, Oui, parce que oui, c'est oui. pas le point le plus important, mais Donc moi-même, comment dire, cette fédération n'entre pas en compétition avec les autres fédérations Mhm. qui essaient d'avoir aussi une reconnaissance au niveau national de notre discipline et qui le font très bien. Mais c'est une sorte de complément aussi, c'est-à-dire qu'elle essaye de réunir tous les praticiens, toutes les praticiennes de différentes disciplines, de bien-être, de massage, de shiatsu, de reiki, de toutes ces disciplines-là, pour revenir à l'esprit des fondateurs. Le but n'est pas de promouvoir ces disciplines, le but est d'aider déjà dans un premier temps les praticiens quand même à se développer, et aussi ces praticiens-là euh, sont acceptés à partir du moment où ils sont d'accord pour travailler à nos côtés, pour promouvoir l'esprit qui anime leur pratique, l'esprit de bienveillance qui animait les fondateurs de leur pratique. Donc c'est la phrase de base, c'est de Confucius qui dit: le piètre médecin soigne la maladie. Le bon médecin soigne le malade. L'excellent médecin soigne la société. Donc c'est un peu le but. C'est-à-dire que le but c'est d'apporter plus d'humanité à notre société. On n'ose pas dire le mot. Maintenant, ça paraît tellement mièvre, tellement naïf de prononcer le mot de gentillesse, par exemple, ou le mot d'amour. Mais c'est quand même, c'est le but. Une personne qui vit, qui a reçu des soins par un massage, par une séance de shiatsu ou autre, va se sentir beaucoup mieux vis-à-vis d'elle-même, va se sentir beaucoup mieux dans sa vie. Donc automatiquement, va vivre mieux dans sa famille, va influencer sa famille et à son travail aussi. Donc c'est une façon d'influencer aussi la société. Une autre question, vous n'y avez pas répondu tout à l'heure, c'est, je vous demandais si ce shiatsu, donc il y a un praticien, il y a une personne sur laquelle on pratique, mais est-ce qu'on peut sur soi-même
pratiquer le shiatsu Masunaga. Ça s'appelle le do-in. Donc on peut. Voilà, c'est-à-dire ce sont des mouvements issus du shiatsu. Mhm. Historiquement aussi, on dit que le shiatsu est issu aussi du do-in, mais en tous les cas, on retrouve les gestes de shiatsu, on peut le pratiquer soi-même, bien sûr. Donc j'anime aussi des sessions de Mhm. do-in. Il s'agit de, de se rééquilibrer de façon globale et en agissant sur les énergies. Mais vous savez, il n'y a pas d'un côté l'énergie, d'un autre côté la non-énergie. Mhm. C'est-à-dire que dès qu'on serre la main à quelqu'un, il y a un échange d'énergie. On ressent, de toute façon, on ressent quelque chose. On se sent changé pendant quelques secondes dès qu'on a serré la main à quelqu'un. Donc, on le pratique. Un complément aussi, quand vous parliez de la personne qui pratique avec l'énergie et l'autre qui ne fait qu'appuyer, euh, le secret des grands guérisseurs, par exemple africains, etc., il est simple, c'est que déjà, quand on a mal quelque part, spontanément, on met la main dessus. Quand une maman met la main sur son enfant parce qu'il a mal, déjà, il se passe quelque chose de différent. Si on pose la main sur quelqu'un avec beaucoup de force intérieure, par exemple, on s'est préparé avant le shiatsu, en plus, avec beaucoup de joie. Pourquoi? Parce que la personne nous fait un honneur, elle vient nous voir, elle se livre, elle nous fait totalement confiance, on va la toucher, c'est un acte extrêmement important. Donc, et nous-mêmes, Masunaga disait, n'oubliez jamais que votre patient vous apportera toujours plus que vous lui apporterez. Donc c'est un pays inconnu qu'on va découvrir, donc beaucoup de joie et en même temps beaucoup d'amour. Il y a quelque chose vraiment qui se passe dès qu'on pose la main sur quelqu'un. Et ça, n'importe qui, il suffit que vous ayez quelqu'un de votre entourage qui est mal quelque part, essayez de poser la main dessus, sur la douleur, en respirant profondément et en essayant de faire apparaître du fond de vous-même tout l'amour que vous pouvez pour cette personne-là, vous le faites passer dans votre main, attendez quelques minutes, vous allez voir le résultat. Vous êtes à l'écoute de Radio Ici et Maintenant 95.2, ici et maintenant.com, c'est l'émission Santé et Spiritualité. Nous allons ouvrir immédiatement le troisième et dernier espace promotionnel de cette émission. Et oui, ça passe très vite, Alain Saknowski. Je vais vous demander de réfléchir pour juste après cet espace promotionnel à un petit conseil ou un petit truc à donner à nos auditeurs pour qu'ils commencent cette soirée différemment. Je ne sais pas, un geste de la main, une imposition, peut-être une manière de fermer les yeux. Ce sera dans quelques instants. Je vous laisse y réfléchir pendant que je fais cet espace promotionnel immédiatement. C'est Alain Saknowski qui a animé aujourd'hui cette émission Santé et Spiritualité. Alain Saknowski, qui est président de la Fédération française de Shiatsu Masunaga. Il est aussi praticien et professeur de Shiatsu Masunaga. Pour le joindre et pour joindre la fédération, il y a un numéro de téléphone qui est le 01 82 09 48 37. Je répète, 01 82 09 48 37. Il y a aussi un site internet sur lequel vous retrouverez toutes les informations que je vais vous donner et bien d'autres. C'est le www.alainchiatsu, tout lié, alainchiatsu.fr. Et pour ceux qui découvrent le mot, ça s'écrit S-H-I-A-T-S-U. Notez aussi le 9 février une conférence à la Maison du Brésil. C'est à la Cité universitaire à Paris et c'est à partir de 15h. Ce sera donc le 9... Non, pas le 9 février du tout. Vous m'avez donné le 9 février. 9 mars, c'est ça. Vous m'avez donné le 9 février tout à l'heure. Je me disais, mais c'est quand même étrange, il remonte le temps même. Ce sera donc le 9 mars à la Maison du Brésil, dans la Cité universitaire, à partir de 15h. Fin de ce troisième et dernier espace promotionnel.
Nous reprenons le cours de cette émission Santé et Spiritualité animée aujourd'hui par Alain Saknowski. Il nous parle de Shiatsu Masunaga plus précisément. Il nous reste 2 minutes à passer ensemble. Alain, j'aimerais que nos auditeurs, avant la fin de cette antenne, aient un petit quelque chose qui leur permette de commencer la soirée différemment ou de commencer la semaine différemment ou tout simplement de ressentir une partie de leur corps. Auriez-vous un petit conseil ou un petit truc à leur donner? Oui. Alors, si vous voulez, notre enveloppe énergétique, c'est pareil, c'est pas mystique ça, hein. On peut le prendre en photo par le procédé Kirlian maintenant, etc. Notre enveloppe énergétique est agressée constamment. Bon, bien sûr, par des gens agressifs, mais aussi par des choses qui nous indignent, par des, par des souffrances qu'on voit autour de soi, même de façon inconsciente quelquefois. On prend les transports en commun, tous les désespoirs, les frustrations, etc. Ça nous atteint, ça nous affecte. Donc il y a les fragilisés. Par ces fêlures vont être propices à ressentir, à vivre notre environnement quelquefois de façon démesurément émotionnelle. Donc on va souffrir plus qu'il ne faudrait. Il y a une seule façon de reconstituer notre enveloppe énergétique, c'est la respiration. C'est le chi, c'est-à-dire, en Reiki on appelle ça le souffle universel. Toutes les techniques énergétiques sont basées sur la respiration, donc c'est l'énergie du poumon aussi qui va nous permettre de nous sentir moins vulnérables, de se sentir, si vous voulez, si on n'agit pas à ce niveau-là, pour se protéger, il va falloir se blinder. Alors on va mettre de la distance entre l'environnement et nous, en intellectualisant, en analysant. Le danger, c'est qu'on peut éventuellement se sentir un peu isolé, avoir un sentiment vraiment de solitude, même si on est entouré, ou alors perdre sa spontanéité. Alors voilà le conseil. Vous avez ici le premier point du poumon. Alors ici, on fait Non, de la non, radio. mais on va pas. Ah bon, je croyais qu'on était filmé. Oui, on est filmé, mais tout le monde il y a Mais des gens dans leur voiture, vous savez. on n'est pas à la télévision. Non, on n'est pas à la télévision. Vous avez 30 secondes. Ah, très bien. Donc, vous frottez vos mains. Vous les frottez l'une contre l'autre très énergiquement jusqu'à ce qu'elles chauffent. Vous les croisez sur la poitrine et vous les posez juste sous les clavicules. Et là, vous attendez que ça chauffe. Chaque fois que vous vivez une situation très difficile, très éprouvante, émotionnellement, de colère, de conflit, vous absentez, vous allez aux toilettes, on va penser que vous avez une gastro à force, et vous les posez comme ça légèrement. Vous allez sentir, ça va chauffer de plus en plus, vous respirez profondément. Vous ressortez, la même situation, vous allez la vivre d'une façon totalement différente. Merci Alain Saknowski pour cette première visite. Merci de vous aussi. Vous êtes à l'écoute de Radio Ici et Maintenant.